Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La parité de prix entre les véhicules électriques et les voitures à essence est souvent constatée. La nouvelle mouture des statistiques de l'AVEQ nous annonce que nous avons plus de 276 000 véhicules électriques immatriculés au Québec. La Livre 2025 est le véhicule électrique le plus abordable aux États-Unis et la EX30 de Volvo est victime de sa fabrication en Chine. Les réflexions branchées, à qui profite la désinformation? De l'autre côté de l'Atlantique, on parle du côté sombre des véhicules hybrides branchables et en grande entrevue, on parle d'une alimentation de type génératrice zéro émission qui fonctionne avec des batteries. Relié à cette batterie-là, donc c'est ça, 100 kWh comme on a dit. Sinon, en fait, il y a la possibilité de faire avoir du 120 volts, du 240 volts monophasé et du 240 volts triphasé. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 176 de votre balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un magnifique 2 semaines. Il fait beau, c'est l'été, my God, on ne peut demander mieux. Il reste pas beaucoup d'épisodes avant les vacances, hein? Vous vous rappelez qu'on prend toujours un petit mois de vacances pendant l'été là, de mi-juin, mi-août, mais quand même, il nous reste quand même des beaux sujets à couvrir avec vous. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur le Vox Pop. Ceci dit, le nouveau segment Vox Pop où on sonde les gens. On les a sondés là, lors du Salon du véhicule électrique de Montréal et on vous fait écouter un peu les réponses. Ça vous intéresse, vous trouvez ça intéressant comme segment. Donc, bien content d'avoir frappé un coup de circuit avec ce segment-là. Aujourd'hui, la question qu'on a demandé aux gens, c'est quelle est l'autonomie idéale selon vous pour une voiture électrique? Vous allez peut-être être surpris, peut-être pas non plus, d'entendre le nombre de kilomètres que les gens considèrent comme étant l'idéal pour une voiture électrique de nos jours. Je vous rappelle qu'on a une boîte vocale sur laquelle vous pouvez laisser un message. C'est en ligne avec votre ordinateur, votre téléphone. Vous visitez le question.silenceonroule.com. Donc, vous avez accès, ou vous allez tout simplement sur notre site web, le silenceonroule.com, et vous avez un petit bandeau à droite là, qui vous permet de cliquer pour poser une question sur la boîte vocale. Et on y répond dans les prochains épisodes, évidemment. Donc, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Alors, on écoute tout de suite une petite question qui a été laissée par M. François Larouche. Bonjour, je m'appelle François. Si j'achète une borne de niveau 2 installée par Hydro-Solutions, est-ce que je peux charger une automobile Tesla avec cette borne? Et inversement, si j'achète une borne Tesla, de niveau 2, est-ce que je peux charger toutes les autres catégories d'automobiles avec cette borne Tesla? Merci pour votre attention. Merci pour l'excellente question, M. Larouche. On va essayer de vous répondre ça simplement. Donc, les voitures autres que Tesla ont un standard de connecteur pour le moment, parce qu'on sait qu'ils ont annoncé que ça allait changer dans un futur rapproché. Mais pour le moment, c'est des connecteurs 1772, donc J1772, qui ne sont pas le même que sur une Tesla. Les Tesla sont livrés avec l'adaptateur qui permet à une Tesla de se brancher sur n'importe quelle borne niveau 2. Donc, si vous faites installer une borne par Hydro-Solutions, ça va être une borne niveau 2 avec connecteur J1772. Et une Tesla possède, vous n'avez rien à acheter, le petit adaptateur qui permet de vous recharger sur cette borne-là. Et la borne pourra évidemment charger directement n'importe quelle autre voiture par la suite. À l'inverse, si vous installez une borne Tesla, donc, évidemment, vous pouvez recharger les Tesla, mais une voiture qui vient chez vous, qui n'est pas une Tesla, a besoin d'un adaptateur et malheureusement, dans ce cas-là, l'adaptateur n'est pas fourni avec la voiture. Donc, la personne qui vous visite devra avoir acheté par une compagnie tiers cet adaptateur qui n'est pas très dispendieux, mais qui est nécessaire. Donc, moi, je vous dirais qu'une borne non Tesla est une borne pour le moment qui va être la plus passe-partout parce que n'importe quelle voiture peut s'y brancher directement et les Tesla avec l'adaptateur qui est fourni. Et dans un futur, dans quelques années, dans 2-3 années, les nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché vont tous avoir le même connecteur que Tesla. Bien là, la question ne se posera plus à ce moment-là.
Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, j'achèterais une borne qui est non Tesla, donc avec Hydro Solutions, vous n'avez aucun problème. Puis tous vos invités et vos amis pourront s'y charger sans aucun problème. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Grâce aux nouveaux modèles plus abordables de GM, Tesla, Hyundai, la parité entre les véhicules électriques et le prix des véhicules à essence n'est plus un rêve lointain. Aux États-Unis, après des années de développement dispendieux, de baisse de prix du lithium et de changement pour se concentrer davantage sur un marché de masse avec des options abordables, un nombre croissant de véhicules électriques à longue portée sont maintenant moins chers que les voitures à combustion moyenne. Selon les données de Cox Automotive, le prix de transaction moyen d'un véhicule neuf en avril 2024 était de 48 500 $ américains. Comme Bloomberg l'a rapporté pour la première fois, il existe de plus en plus de véhicules électriques avec plus de 485 km d'autonomie qui sont considérablement en bas de ce prix moyen. Ce groupe de véhicules électriques comprend la Hyundai Ioniq 6, dont la deuxième version SE d'entrée de gamme est à un prix de détail suggéré aux États-Unis de 42 450 $ avant taxes et frais de transport et offre une autonomie EPA impressionnante de 580 km avec une charge complète. Inside EV a constaté qu'il s'agit de l'un des meilleurs véhicules électriques sur le marché aujourd'hui, le plus facile à recommander. Chez Tesla, la Model Y a également eu... et dans la même catégorie, donc une catégorie similaire en termes de prix et de portée et de valeur. Le multisegment électrique commence à 44 900 $ aux États-Unis avant taxes et frais de transport et offre une autonomie de 515 km. Si l'on compare le crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 $, ce prix tombe bien en dessous du prix de transaction moyenne d'une voiture à essence aux États-Unis. L'Association des véhicules électriques du Québec a lancé tout dernièrement une nouvelle version de ses statistiques d'immatriculation des véhicules électriques au Québec. Un épisode complet de Silence on roule hors série pendant 1 heure de temps analyse ces chiffres et ces données. Donc, le dernier hors série, je vous conseille fortement d'aller l'écouter si vous voulez plus d'informations. Mais en résumé, ce que ça nous apprend, c'est qu'au 31 mars 2024, il y avait maintenant un nombre impressionnant de véhicules électriques au Québec, soit 276 577. On apprend également que la proportion des véhicules tout électriques continue de croître sur celle des véhicules hybrides branchables et que les 5 véhicules électriques les plus immatriculés au Québec sont dans l'ordre. La Tesla Model 3 avec 10 % des véhicules électriques sur le marché, la Tesla Model Y à 6,4 %, le Hyundai Kona à 6,3 %, la Chevrolet Bolt à 5,4 % et la Toyota Prius Prime à 5,4 %. Encore une fois, notre région championne avec le plus grand nombre de véhicules électriques est la Montérégie à 5,14 % de son parc de véhicules, suivi de très près par Laval, Lanaudière, l'Estrie et les Laurentides. Une compagnie qu'on n'entend pas souvent quand on parle de véhicules électriques, Honda, comme Toyota, est un ancien leader environnemental maintenant retardataire. Cependant, dans les deux cas, nous percevons des indications qu'une nouvelle stratégie plus favorable aux véhicules électriques pourrait poindre.
Honda a récemment annoncé qu'un nouvel investissement de 10 milliards de yens, soit 96 milliards de dollars canadiens dans l'électrification, affirmant qu'elle s'attend à ce que la demande des véhicules électriques augmente. Les investissements qui poursuivront jusqu'en 2031 se concentreront sur les logiciels, la recherche et développement et l'établissement de chaînes d'approvisionnement sur les marchés clés comme les États-Unis, le Canada et le Japon. Le constructeur automobile a réitéré son objectif de faire en sorte que les véhicules électriques et à pile combustible, donc à l'hydrogène, représentent 100% des ventes mondiales d'ici 2040. Le professeur adjoint Chong Liu de l'École de génie moléculaire de Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago a découvert des particules idéales pour isoler facilement le lithium contenu dans l'eau de mer, des eaux souterraines ou d'autres sources diluées du minéral. Alors que le marché des véhicules électriques est en plein essor, la demande de lithium, le prix du minéral nécessaire aux batteries lithium-ion, a grimpé en flèche et la production mondiale du lithium a plus que triplé au cours de la dernière décennie. Mais la méthode actuelle d'extraction du lithium à partir de minerais de roche ou de saumure sont lentes et entraînent des besoins énergétiques et des coûts environnementaux élevés. Ils ont également besoin de sources de lithium qui sont incroyablement concentrées au départ et on retrouve pas beaucoup de ces sources-là au pays ou dans même les différents pays du monde. Des chercheurs du Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago ont mis au point une nouvelle méthode d'extraction du lithium à partir de sources plus diluées et répandues du minerai, y compris l'eau de mer, les eaux souterraines, l'eau de reflux laissée par la fracturation hydraulique et le forage pétrolier. On a beaucoup d'espoir que cette nouvelle méthode nous apportera des nouvelles sources de lithium à prix beaucoup plus concurrentiels. Quoiqu'on n'en entend plus beaucoup parler, elle est encore disponible sur le marché, la Nissan Leaf 2025, et aux États-Unis, le modèle de véhicule électrique le meilleur marché avec un prix de base de 29 280 $ américains. Elle coûtera le même prix que le modèle de l'année dernière et le modèle du véhicule électrique 2025 est identique au modèle précédent alors que le constructeur automobile se prépare à remplacer la berline à haillons par un multisegment. La version S d'entrée de gamme commencera à 29 280 $ et tous les prix incluent les frais de transport qui sont de 1 140 $ aux États-Unis. La Leaf S dispose d'une batterie de 40 kWh qui peut fournir jusqu'à 230 km d'autonomie. La SV+, avec sa plus grosse batterie de 60 kWh, offrira 342 km d'autonomie et coûtera 37 330 $. Lorsque la Volvo EX30 a été dévoilée l'été dernier, il était évident que le véhicule électrique compact était destiné à un avenir fort intéressant pour une si petite voiture. À une époque où le marché américain de l'électricité est à la recherche d'options plus abordables, le prix de départ de 34 950 $ américains pour le EX30 aux États-Unis était vraiment une proposition très alléchante. Mais le bas prix de l'EX30 pourrait également causer sa perte aux États-Unis, ou du moins, c'est ce que les sources semblent nous démontrer. En fait, un an après le lancement de l'EX30, il n'est pas clair si la Volvo, qui est construite en Chine, donc soumise au nouveau tarif de 100% d'imposition aux États-Unis, sera toujours concurrentielle. Et pour aggraver la situation, les détenteurs de réservation qui s'attendaient à ce que la voiture soit mise en vente dès cette année aux États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient toujours pas obtenu de détails sur les dates de livraison de l'EX30 et très peu d'informations également sur les prix. On craint également que le nouveau droit de douane, évidemment, sur les voitures de la Chine crée des difficultés pour le constructeur automobile suédois. Ce fut un grand choc à l'époque. On se rappelle qu'en septembre 2022, le PDG de Ford, Jim Farley, avait lancé un ultimatum à ses concessionnaires. Investir dans l'équipement et la formation nécessaire pour vendre des voitures électriques avec succès ou être exclu. Pas de véhicule électrique pour vous. C'était un geste audacieux de Ford qui a peut-être été en grande partie conçu pour réveiller ses concessionnaires au fait que le monde de l'automobile changeait et qu'il ferait mieux de changer avec lui ou alors d'être anéanti par les voitures électriques qui s'en venaient. Farley a cependant commis un péché capital. Il n'a pas consulté les marchands et au lieu de cela, il a simplement lâché une bombe et a dit de faire tout ce qu'il a déclaré dans les 60 jours. Sinon, ils allaient être exclus de la vente des véhicules électriques. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, surtout quand le coût pour participer à cette opération a été estimé entre 500 000 et 1 million de dollars. Pour la grande partie du projet, ça exigeait que les concessionnaires installent des bornes de recharge rapide en courant continu qui seraient disponibles pour le grand public. Ces bornes étaient chères, mais ce n'était que le début. Après ça, il fallait avoir suffisamment d'électricité pour alimenter et ça risquait évidemment de nécessiter des installations de nouvelles lignes d'alimentation et de nouveaux transformateurs, ce qui coûterait très cher. Ensuite, il y avait eu les questions de frais à demander pour que les entreprises du service public évaluent et débloquent toute cette électricité. Eh bien, voilà que Ford réajuste son programme,
revient en arrière et allège les demandes pour faire en sorte qu'on puisse tranquillement faire la transition, mais sans pour autant étouffer les concessionnaires qui, souvent de bonne foi, veulent embarquer dans la course. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energiegroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les Réflexions branchées de Claude Gauthier. Bonjour tout le monde. Cette semaine, mon choix de sujet est la désinformation et la haine envers les véhicules électriques, parce qu'on doit être honnête. Il y a vraiment de la désinformation qui est faite de la part de certains médias, ou je dirais aussi peut-être pas consciemment, mais on va aller chercher des fois des sondages, des résultats d'enquête, toutes sortes de choses qui pointent et qui donnent une mauvaise information ou une mauvaise image envers les véhicules électriques. Puis, ce qu'on peut penser de ça, c'est que tout simplement, c'est que ça attire les clics. Vous savez, plus vous cliquez sur un article envers un site, plus il y a de risques que vous voyez la publicité, plus ils vont pouvoir vendre leur publicité. Je dirais pas que les médias sont consciemment malhonnêtes, mais en même temps, veut pas, il y a un biais envers ça. Aussi, la chronique va être un peu plus longue qu'elle est à l'habitude. J'ai l'habitude de respecter un format d'environ 5 minutes, ce que Martin me demande. J'ai pas demandé la permission avant, mais là, je vous le dis, ça va être un peu plus long. Donc, à la fin, quand j'aurai terminé, je vous dirai combien de temps j'ai parlé. Si vous entendez moins, c'est parce que Martin, tout simplement, a décidé de faire de la coupure au montage. Je vais essayer quand même d'aller rapidement. Donc, on apprenait cette semaine que 29% des propriétaires de véhicules électriques qui regrettaient leur choix. Wow! Donc, on dit qu'un récent sondage de J.D. Power nous apprenait que seulement 11% des conducteurs canadiens sont très susceptibles d'envisager un modèle électrique. Je vais aller voir sur le site de J.D. Power, j'ai téléchargé le communiqué de presse et je ne sais pas si c'est une erreur dans la traduction, tout à coup, le 11% devient 34%. Aux petites nouvelles, là, ce matin, j'apprenais qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on va dépasser 40 millions de personnes au Canada. Donc, le sondage a été fait envers 3000 Canadiens. Si on prend ça, ça veut dire que 3000 Canadiens sur 40 millions, ça équivaut à 0,075% de la population. Donc, le 11% très susceptible équivaut à 440 000 personnes. Ici, je me fie au communiqué de presse qui équivaut à 34%, qui dit plutôt que c'est 34%, ça devient 1 360 000. Moi, en tant que tel, quand je réponds à un sondage, assez souvent, on me donne une note de 1 à 5, donc on va dire que 1 est le pas du tout. Ensuite, on va avoir un peu, on va avoir moyen, on va avoir assez et le très. Donc, je vous rappelle le sondage et l'article dit qu'il y a 11% ou 34% des Canadiens qui sont très susceptibles. Mais qu'est-ce qui arrive à propos des assez susceptibles, des moyennement susceptibles? Qu'est-ce qui arrive aux environs de un peu susceptibles? Les pas du tout, je pourrais vous le dire, c'est à peu près la même affaire que le 11%, là, parce qu'un peu partout, dans différents articles, on dit toujours qu'environ c'est ça, il y a entre 20 et 25%, des fois 30% de la population qui dit qu'il n'achètera jamais de véhicules électriques. Donc, c'est tout le temps pareil à peu près. Aussi, ce que je voulais dire, c'est pourquoi les jeunes n'adoptent pas les véhicules électriques. Ben, c'est toujours la même raison, c'est l'autonomie, l'infrastructure de recharge. Par rapport à l'autonomie, on nous dit justement qu'en 2024, une étude de McKinsey disait que les répondants avaient dit que ça prendrait environ 469 km en moyenne d'autonomie minimale.
Par rapport à 2022, c'est 435 km. Et là, je suis allé voir, vous voyez, dans les discussions, les forums qu'on avait ici à l'AVEC, et c'est à peu près comparable. On parlait en 2020 aux environs de plus de 400 km. Donc, les gens disaient qu'un véhicule électrique allait devenir un moyen acceptable de transport lorsqu'il allait avoir plus de 400 km d'autonomie. En 2020, on parlait d'environ 350 km. En 2018, plutôt, c'était 350 km. Et en 2016, vous voyez, c'était 300 km. Donc, ça veut dire qu'aux 2 ans, l'autonomie minimale doit gagner 50 km. Donc, on peut donc dire qu'en 2026, il y aura personne qui va vouloir acheter un véhicule qui aura moins de 500 km d'autonomie. Pourtant, journalièrement, parce que moi, je suis propriétaire d'une entreprise qui vend des bornes de recharge, et lorsque je demande aux clients quelle est la distance qu'ils parcourent à chaque jour, on me répond très souvent, je vous dirais à 75% du temps, environ moins de 50 km. Donc, on veut avoir 500 km, bien sûr, parce que quand on voyage, c'est très important. Faut pas arrêter aux bornes. On sait bien qu'aux bornes, c'est très long. On arrête au moins, en moyenne, tout le monde, au moins 1h30, parce que c'est très long recharger. En plus, il y en a pas beaucoup de bornes. Hein. Tout le monde sait ça, il y en a pas beaucoup. Sauf que quand j'ai des discussions justement avec les gens qui me disent qu'ils n'achèteront pas de véhicules électriques parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, il n'y a pas assez de bornes, que je leur explique combien de kilomètres je réussis à faire sur une seule charge avec mon véhicule. Il y a même des gens, des fois, qui me disent qu'ils ne me croient pas. OK, pourquoi tu ne me crois pas? Là, ils n'ont pas de raison. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on me dit qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge, je prends mon téléphone, je les regarde en souriant, j'ouvre une application qui répertorie tous les réseaux, et là, je leur montre les points qu'il y a sur la carte. Et imaginez, leur visage change quand je grossis et qu'un point devient 10 points, que ce point-là devient un autre 10 points et que finalement, ils s'aperçoivent bien qu'il y a beaucoup de bornes un peu partout et ils me disent toujours « Ah, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. » Là, je leur dis « Bien, c'est parce que tantôt, c'est pas ce que tu pensais que tu me disais qu'est-ce qu'il y en était? Tu me disais « Il n'y a pas assez de bornes et non pas « Je ne pense pas qu'il y a assez de bornes. » Donc, vous voyez, tout ça, ça change. Aussi, quand même drôle, hein, parce que sur le même site, là, qui était le guide de l'auto, qui nous disait le 11% des Canadiens là, qui étaient très susceptibles de s'acheter un véhicule et que c'était pas assez. Donc, sur le même site, tout à coup, on parle d'une étude qui a été faite par Volvo. Et là, tout à coup, on apprend que 64% des Canadiens envisagent d'opter pour un véhicule hybride rechargeable ou entièrement électrique. Oh, wow! Tout à l'heure, c'était seulement 11% qui étaient très susceptibles. Et là, tout à coup, on apprend que c'est finalement 64%. On dit aussi que 73% des Canadiens conviennent qu'au cours des prochaines décennies, de plus en plus de voitures dans le monde seront des véhicules électriques. Donc, les gens savent bien que c'est vers ça qu'on s'en va. Et on dit 55% des Canadiens seront susceptibles d'acheter un nouveau véhicule au cours des 5 prochaines années. Ils se disent ouverts à l'achat d'un véhicule entièrement électrique. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si pire, mais pourtant, le portrait qu'on dressait au début était très, 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 très négatif. Il faut se demander aussi pourquoi il y a tant de haine. Parce que moi, là, j'ai été propriétaire et j'ai travaillé aussi dans un magasin d'électronique. Lorsqu'on arrivait et que les gens voyaient au début des personnes qui étaient quand même assez financièrement aisées, avoir un téléphone dans leur auto, il y a personne qui disait « mais c'est donc bien une idée de débile hein, », parce que dans l'auto, le véhicule, là, il était rattaché à l'auto. Il y avait un immense bloc, c'était branché directement sur la batterie 12 volts du véhicule parce qu'il n'y avait pas assez de capacité de batterie pour transporter le téléphone. Donc, il fallait que ça soit branché sur la batterie du véhicule. Et les gens pouvaient appeler et recevoir des appels directement dans leur auto. Il y a personne qui disait « voyons donc, c'est une idée de fou ». Tout à coup, ce même cellulaire-là est devenu portable, sauf que la batterie qui était rattachée après était un immense bloc. Vous deveniez musclé à la fin de la journée de transporter ce téléphone-là. Vous aviez même l'air un peu idiot. Mais encore là, il y a personne qui se disait « mais c'est donc bien une idée de cave, il est obligé de transporter son téléphone avec lui ».
On disait plutôt, waouh, hey, ça va devenir vraiment le fun. Avant, il fallait que le téléphone soit rattaché au véhicule. Et bien sûr, les téléphones sont devenus de plus en plus petits. Et même s'ils devenaient de plus en plus petits, ils avaient de plus en plus de capacité. J'aurais dit dans les années, fin des années 80, alors qu'on avait des téléphones cellulaires attachés dans les véhicules, qu'un jour, on allait pouvoir transporter ce même téléphone-là dans nos poches, qu'on allait pouvoir avoir accès à quelque chose qui n'existait même pas encore dans ces années-là, qui était Internet, d'avoir toute l'information qu'on voulait avoir dans notre téléphone. Ça allait remplacer une dizaine d'objets qu'on prenait chaque jour aujourd'hui. Personne qui m'aurait dit que c'était une idée de cave. Un peu la même affaire que les télévisions grossissaient. Hein? On avait des télévisions de 20 pouces qui est devenu du 26 pouces. Et à un moment donné, on avait du 33 pouces et les gens étaient émerveillés de ça. La même chose lorsqu'on a eu les premiers écrans plats. Maintenant, on a des écrans qui sont ultra larges. Il n'y a personne qui disait que c'était une idée de cave. Cette technologie-là, je pourrais vous nommer un paquet de technologies qu'on utilise maintenant dans nos maisons quotidiennement. Et encore là, il n'y a personne qui disait, mais pourquoi l'automobile semble être vraiment une idée de cave électrique, un véhicule électrique, parce que moi, il y a des gens qui, carrément, là, puis je comprends qu'ils se retiennent parce qu'ils veulent quand même pas me dire en pleine face que je suis un cave, mais trouvent que c'est une idée de cave que je me promène avec un véhicule électrique. Donc, pourquoi? J'ai pas encore réussi totalement à répondre à cette question-là. Mais je me dis toujours, hein, quand on veut, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait un crime. On dit toujours, cherche à qui profite le crime, puis tu auras ta réponse. Donc, j'ai fait un peu la même chose et je me suis dit, la téléphonie cellulaire, est-ce que ça a mis à pied ou ça a mis en faillite une compagnie? Non, parce que Bell, qui fournissait les téléphones à la maison, fournit encore le réseau cellulaire. Il y a un paquet de compagnies téléphoniques qui fournissaient les téléphones dans les maisons, maintenant fournissent les téléphones cellulaires. Un peu la même chose avec d'autres technologies, donc les micro-ondes, les téléviseurs, pensez à toute la technologie qui nous entoure, c'est les mêmes compagnies qui, eux, fabriquaient d'autres choses et maintenant fabriquent tout simplement de nouveaux appareils technologiques. Il y a un seul marché qui, lui, ne pourra pas changer. Donc, ce marché-là, c'est le marché du pétrole, hein, les pétrolières, où peut-être les pétrolières, les détaillants vont pouvoir tout simplement devenir des stations de recharge. Hein. On le voit avec les nouvelles bornes de recharge qui sont très rapides. On sait aussi que la technologie des batteries des véhicules électriques va s'améliorer. S'il y en a qui ne le savent pas, je peux vous dire que les pétrolières, eux autres le savent qu'en 2030, recharger votre véhicule électrique va être devenu aussi rapide que remplir le réservoir d'essence. Puis en plus, c'est que 90% du temps, ou même 95% du temps, vous allez le faire à la maison. Vous n'allez pas obligé d'aller à la station de recharge tout le temps. Donc, il y a une seule entreprise, et c'est les producteurs de pétrole qui, eux, ne pourront pas remplacer leur technologie parce que leur technologie n'est pas une technologie renouvelable. Ils pourront pas se mettre à produire de l'électricité avec le pétrole parce qu'ils savent très bien que ça sera pas acceptable, ça sera même pas profitable, qu'il va y avoir d'autres choses qui vont les remplacer. Donc, qui pourrait être derrière toute cette désinformation-là et en même temps alimenter la haine? Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, il y a le même discours que les conspirationnistes. Bien, je suis vraiment pas conspirationniste, mais en même temps, comme je vous ai dit, quand on veut savoir la vérité, quand on comprend pas qu'est-ce qui se passe, ben il faut toujours aller chercher à qui profite. Donc, à qui ça profite toute cette désinformation et cette haine-là envers les véhicules électriques? Posez la question, c'est y répondre. Donc, après 13 minutes 30, j'ai terminé ma chronique. Et sur ce, bonne semaine à tous. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches?
Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. On est habitué de parler de voitures électriques à silence on roule. En fait, on s'intéresse à tout ce qui est électrique. Puis aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu connexe. Ça touche quand même le monde de l'électricité, des batteries, de l'accumulation d'énergie. J'ai avec moi Tristan Goyette, qui est président de Écolocation. Bonjour Tristan. Bonjour Martin, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, j'ai eu plusieurs questions au fil des dernières semaines en lien avec des produits comme ce que vous offrez. Et il y a d'ailleurs des gens qui m'ont suggéré de te parler parce qu'ils trouvaient que vous aviez un produit qui était intéressant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parle-nous donc de toi. Qui t'es, c'est quoi l'entreprise Écolocation, d'où ça vient cette idée-là, puis d'où c'est né? Oui, alors, je suis mécanicien de formation. En fait, j'ai commencé à faire la location depuis environ 4 ans, là, en location de compresseurs à air portables. Puis, depuis 2 ans, en fait, j'ai transféré un petit peu, puis j'ai essayé d'ouvrir une division de location de génératrices électriques, donc des grosses batteries, pour pouvoir fournir des événements, des plateaux de tournage, ce genre de clientèle-là. OK. Donc, tu as fait comme une migration, dans le fond, d'équipements qui fonctionnaient, j'imagine, au diesel ou des trucs comme ça. Puis là, tu t'en vas un peu plus vers de l'équipement électrique. Oui, c'est ça. J'essaie de voir un peu j'ai essayé de voir ce qui se faisait dans le domaine. Puis là, j'ai trouvé une compagnie qui fabriquait ça à Vancouver. Donc, je les ai contactés. J'ai commencé avec 5 Voltstack 5K, donc qui était... que j'ai fait amener ici. J'étais le premier, je pense, à Montréal à apporter ces Voltstack-là. C'est des unités de... Il faut que tu nous expliques un peu c'est quoi un Voltstack 5K là, pour nos auditeurs. C'est oui, quoi justement sûr. Comme produit? Donc, c'est une unité de batterie, environ gros comme une génératrice de maison, là, 7000 watts. Puis, en fait, ça a 5600 watts-heure d'énergie accumulée. Donc, qui peut fournir un spectacle, un spectacle avec un DJ, des speakers puis un peu de lumière. Donc, c'est super intéressant. On peut les mettre ensemble, on peut les connecter ensemble, on peut les faire charger avec l'énergie d'une maison ou avec des panneaux solaires. Donc, c'est assez d'énergie, mettons, pour alimenter un party qui sera à l'extérieur, un endroit où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Oui, c'est ça, amplement. Ça peut fournir beaucoup de choses pendant plusieurs heures. Puis, si une batterie n'est pas assez, on peut en mettre 2, 3, 4, une après l'autre pour pouvoir... OK, donc ça se... Je ne vais pas faire de jeu de mots avec Voltstack, mais ça stack. Ça veut dire que tu peux en mettre plusieurs oui, exactement. Bon, en fait, on peut juste recharger, brancher la sortie de un dans l'entrée de l'autre pour pouvoir recharger la première batterie, qui est la première batterie est branchée sur les speakers ou sur les lumières de l'événement. Ah, ou on pourrait même, si tu en as 2, tu branches, je sais pas, moi, le système de son du DJ sur un, puis tout l'éclairage sur le deuxième aussi. Tu peux partager ça. Exactement. Ça, c'est très bien. Très intéressant. Écoute, on voit un peu d'où ça vient. Tu nous parles d'un des produits, puis c'est ça, évidemment, je veux qu'on parle de l'ensemble des produits que vous avez. Donc, le Voltstack 5K, qui est ce module-là de batterie. Peux-tu me donner un peu les spécifications techniques de ce Voltstack 500-là? C'est quoi en termes de quelle puissance ça peut donner? Combien de kilowattheures il y a là-dedans? Donc, on a 5,6 kWh d'énergie emmagasinée. Par la suite, on a 2 sorties 120 volts, 20 ampères pour pouvoir brancher nos équipements dessus. Puis, il y a 2 entrées 120 volts, 15 ampères pour pouvoir recharger la batterie. Par la suite, il y a 3 prises à panneaux solaires qu'on peut brancher les panneaux solaires 200 watts dessus pour pouvoir améliorer l'autonomie. Donc, c'est intéressant si, par exemple, on a un 1000-1200 watts en continu durant toute la journée. Mais on peut avoir les panneaux solaires qui viennent de recharger environ 600 watts. Donc il y a juste 600 watts
qui est utilisée en continu sur la batterie. Donc, elle peut avoir une autonomie de 10-12 heures au lieu d'un 6-8 heures. Okay. Donc, le Volstack 5K, c'est votre je vais dire petit produit de base, mais vous avez un format muscle de ça qui est votre remorque là, qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie ou de puissance dedans. Là. Exactement. Fait que le Volstack 5K, on a commencé ça il y a 2 ans. C'était pour commencer, voir un peu c'était quoi la demande à Montréal pour ces produits-là. Il y a eu beaucoup de demandes pour un plus gros produit, donc je me faisais contacter pour me faire dire qu'est-ce que tu as de plus gros parce que je suis intéressé, mais c'est pas assez le Volstack 5K. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, un peu voir c'est quoi qui se faisait dans ce niveau-là. Puis, j'ai décidé de concevoir notre propre batterie. Donc, on a acheté des batteries de Voltium, qui est une entreprise qui fabrique des batteries à Montréal. Puis, on a tout mis ça ensemble dans une remorque pour pouvoir créer notre remorque 100 kWh. Donc, 100 kWh, ça veut dire que c'est 20 fois nos batteries 5K là, de Volstack. 100 kWh, c'est quand même pas mal d'énergie. Là. Les plus grosses Tesla, là, c'est les P100D, là, c'est 100 kWh. Donc là, c'est une remorque. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on part avec en dessous du bras. Là. C'est quelque chose qu'on attache après un véhicule pour le traîner. Exactement. Donc, c'est environ 6000 livres. Donc, ça se tire bien en arrière d'un pick-up conventionnel. Puis, il y a plusieurs spécifications là, reliées à cette batterie-là. Donc, c'est ça, 100 kWh, comme on a dit. Sinon, en fait, il y a la possibilité de faire avoir du 120 volts, du 240 volts monophasé et du 240 volts triphasé. Donc, ça, c'est des beaux atouts là, pour nos clients. Ouais, là, vraiment, là, tu as de l'alimentation, même de niveau, je te dirais, industriel là-dessus. C'est qui vos clients types pour cette remorque-là? Qui utilise ce genre de puissance? C'est pas juste quelqu'un qui fait un party chez eux rendu là. Il pourrait, là, mais je veux dire, c'est beaucoup. Qui utilise ce genre de batterie-là? Effectivement, on travaille surtout avec des entreprises. C'est assez rare qu'on travaille avec des particuliers, même si c'était déjà arrivé. En fait, nos clients là, sont surtout des plateaux de tournage, par exemple, qui utilisent les batteries pour pouvoir tourner proche d'une scène ou dans leur day-to-day pour les plateaux de tournage. Sinon, on a les événementiels, donc c'est plus des locations courte durée, donc pour une soirée, une fin de semaine, une ville ou un événement privé qui ont une scène qu'ils veulent alimenter durant une soirée. Ouais. Faut comprendre que dans le cas d'événements extérieurs ou de tournage de télévision, par exemple, mettons, il y a une télésérie qui tourne au centre-ville, dans le vieux Montréal, mettons. Pour être capable d'aller chercher de l'alimentation à haute tension, c'est relativement compliqué. Ça va demander là, des interconnexions, soit qui vont être faites par Hydro-Québec ou dans des trucs comme ça, ou alors on utilise des génératrices au diesel qui sont bruyantes. Dans le cas du cinéma, de la télévision, tu ne veux pas avoir une génératrice qui fait un vacarme juste à côté d'un tournage. Donc, tu es pris pour mettre la génératrice hyper loin avec des câbles qui vont venir ramener l'électricité sur le lieu du tournage. Ça coûte une fortune. Là, vous autres, vous arrivez avec la remorque, elle est cachée, elle peut être juste à côté, ça fait à peu près aucun bruit, j'imagine, d'avoir des ventilateurs là, qui roulent, mais c'est tout, là, c'est ultra silencieux, votre truc, j'imagine? C'est ça, exactement. Il n'y a vraiment pas de problème au niveau du bruit. Ça, c'est un gros avantage. Sinon, c'est ça, là, l'utilisation, par exemple, un plateau de tournage dans un quartier résidentiel, la nuit, ça cause des gros problèmes, là, souvent à cause du bruit. Donc, ça, c'est vraiment un problème qu'on élimine. Sinon, il y a aussi il n'y a pas de CO2, il n'y a pas d'émissions reliées à cette batterie-là. C'est sûr. Tu as parlé tantôt de panneaux solaires. Vous avez un produit qui s'appelle le SunStack. Peux-tu nous parler de ça? Oui, c'est en fait le SunStack qui vient se brancher sur les Volstack 5K. Donc, en fait, tantôt, on parlait comme quoi que les Volstack, on peut brancher jusqu'à 3 panneaux solaires par Volstack. Fait qu'en fait, nous, on a des SunStack pour pouvoir rebrancher les panneaux solaires au Volstack là, pour pouvoir améliorer l'autonomie. Sur votre site web, vous parlez de génératrices électriques de secours. Donc là, on ne parle pas de votre remorque ou du Volstack, on parle d'un autre produit? Oui, exactement. Donc, en fait, c'est en collaboration, justement, encore avec Voltium. Là, Voltium ne vend pas des produits directement, ils passent par des distributeurs. Puis nous, on est un des distributeurs de Voltium. Ils ont créé des kits qui peuvent être modifiés selon la demande du client ou pris tel quel, là, qui sont quand même très bien adaptés pour la plupart des gens. Puis, on peut brancher ça dans la maison de façon permanente pour pouvoir améliorer, pour avoir de l'énergie lorsqu'il y a une panne de courant chez vous. OK, donc, par exemple,
Cas typique, on se fait installer un petit panneau électrique secondaire sur notre maison. On demande à un électricien, évidemment, certifié de venir prendre certains circuits électriques de notre panneau principal puis les mettre dans le panneau secondaire. Et ce panneau secondaire-là est alimenté par votre produit de génératrice de secours. Donc, s'il manque d'électricité, tous les circuits électriques qui sont sur le panneau secondaire alimentés par votre génératrice électrique vont pouvoir continuer à fonctionner. Donc, par exemple, son frigo, puis le routeur Internet, des trucs comme ça. Là. Exactement, c'est ça. Fait qu'on choisit les circuits qui sont le plus importants pour vous dans la maison. Donc, en fait, vraiment, le sous-panneau, c'est tout inclus. Là, selon les kits, ils viennent souvent inclus dans les kits. Donc, vraiment, le client n'a pas besoin de faire ses recherches par lui-même. On lui présente un produit clé en main. Il a juste besoin de trouver son électricien ou on peut lui en fournir un également pour qu'il puisse venir faire les branchements dans la maison. Puis, c'est ça. Donc, en fait, la batterie prend en charge tous les circuits tout au long de la panne électrique. Donc, ça va aller de 12, 24 à 48 heures, là, tout dépendant le nombre de batteries que vous avez. OK, on a le choix de mettre ou la plus quantité. C'est ça, exactement. Les blocs de batterie de base, c'est combien? C'est quoi la capacité? Donc, c'est un 5.1 ou 5.2 kWh. Okay. Donc, c'est quand même assez... c'est gros comme notre Voltstack 5K, en fait. Puis, il y a la possibilité, si jamais vous avez une plus grosse maison, vous voulez brancher plus de choses. T'en mets 2, t'en mets 3. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est modifiable selon les besoins du client. OK, c'est très intéressant. Et là, évidemment, les batteries, dans un cas comme ceux-là, quand il n'y a pas de panne électrique, j'imagine que l'alimentation d'Hydro-Québec nous aide. Il y a un système là, qui maintient les batteries tout le temps pleinement chargées. Quand la panne arrive, les batteries vont fournir de l'énergie tant aussi longtemps que la panne va être là. Dès que l'électricité revient, là, l'électricité non seulement réalimente notre maison, mais recharge les batteries qui ont été déchargées pendant la panne. C'est ça? Ou on a une action, nous, en tant que propriétaire, à faire pour recharger les batteries? Non, ça, tout se fait automatiquement. Donc, la batterie va tout de suite entrer... prendre les circuits en charge automatiquement lorsqu'il y a une panne de courant, puis la batterie va se recharger automatiquement lorsque le courant revient et reprendre en charge les circuits. Souvent, des trucs comme ça avec des batteries, on voit ça, les gens qui ont des chalets dans des régions où il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'on peut utiliser votre génératrice de secours ou plutôt à ce moment-là peut-être un Voltstack ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui va fonctionner avec des panneaux pour être capable d'alimenter le chalet? Puis souvent, dans un chalet, on n'a pas besoin de coupe d'ampoule, peut-être une unité de chauffage. Même souvent, les gens dans les chalets chauffent au bois. Mais ça prend un minimum d'électricité pour être capable de fonctionner. Est-ce que votre système est adapté pour des contextes de shack de chasse ou des trucs comme ça? C'est ça, comme je disais tantôt, on a plusieurs kits. Là, fait qu'en fait, là, je vous ai parlé d'un kit en particulier qui va dans une maison, mais on peut installer ce même kit-là ou un kit différent selon vos besoins dans un chalet. Puis par la suite, encore là, dépendant des kits, on a la possibilité de pouvoir brancher des panneaux solaires directement dans l'onduleur. Donc, mais le panneau solaire peut être l'unique source d'alimentation des batteries ou ça reste toujours secondaire dans votre... Ça peut être l'unique source, mais il va falloir en mettre... faire les calculs pour que ce soit intéressant pour recharger la batterie puis pouvoir utiliser... pour fournir toutes vos demandes électriques de votre chalet. Là. Fait que tout dépendant du chalet, il va falloir avoir assez de panneaux solaires. Quelqu'un pour qui ça. Va là un week-end une fois de temps en temps puis qu'il n'y a à peu près rien de branché sur l'électricité à part un peu d'éclairage puis quelques appareils, il va être correct, mais on comprend que c'est un gros chalet avec des enfants, un congélateur, un frigidaire, plein de trucs. Là, ça va prendre énormément de panneaux si c'est la seule source d'alimentation pour charger les batteries, surtout si les gens sont là longtemps. Donc, on siphonne la batterie plus vite qu'on la remplit, fait qu'à un moment donné, on peut arriver au bout. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Il va falloir adapter selon les besoins de chaque personne. Évidemment, je pense que tous les gens qui nous écoutent le voient assez intuitivement là, ou le devinent assez intuitivement, mais les avantages de votre produit par rapport à des sources d'alimentation, mettons, traditionnelles, donc des génératrices au gaz ou au diesel, il y en a quand même plusieurs des avantages d'avoir un système électrique comme le vôtre. Ça serait quoi les avantages? Oui, ben c'est sûr qu'en premier lieu, il y a tout le temps le bruit là, qui est le plus gros avantage, là, surtout pour nos clients. Par exemple, sur les plateaux de tournage, pour des événements, on ne veut pas avoir du bruit d'une génératrice en arrière-fond. Sinon, pour les particuliers, pour une maison aussi, là, quand on est dans un quartier résidentiel, on ne veut pas nécessairement qu'il y ait la génératrice qui parte et qui fasse beaucoup de bruit quand on a une panne de courant. Donc, ça, c'est un beau problème de régler. Sinon, un des avantages de nos batteries, en fait, c'est des batteries au lithium. Donc, c'est des batteries qui se chargent assez très rapidement puis qui sont bonnes pour très longtemps. Donc, en fait, on a
C'est ça. Donc, on a une garantie de 10 ans là, sur les batteries pour les systèmes résidentiels. Puis sinon, pour la location, c'est bon d'avoir des produits qui sont pas remplacés régulièrement. Bon, c'est sûr qu'on a la possibilité d'augmentation de revenus là, en louant ces batteries-là au lieu de louer une génératrice. Là, si on n'a pas de diesel à dépenser, on économise une dépense à ce niveau-là. Puis... Évidemment, puis une autre affaire qui me saute aux yeux, c'est que dans certains contextes, on va utiliser beaucoup ces équipements-là. On a besoin d'alimentation à l'intérieur d'un bâtiment. Et là, dans le cas d'une génératrice, on doit forcément mettre la génératrice à l'extérieur parce qu'on ne veut pas s'asphyxier avec les émanations de la génératrice. Mais là, vous, dans votre cas, on peut installer ça à l'intérieur. Tout peut être à l'intérieur puis ça n'émet pas de pollution. Hein. Exactement. C'est sûr que notre grosse remorque 100 kWh, ça va être un peu dur à rentrer à l'intérieur. Oui, mais d'un garage, on pourrait. Ouais. C'est ça. Ouais, il faudrait un gros garage quand même. Mais oui. Sinon, ça nous est souvent arrivé de faire des événements à l'intérieur ou louer, par exemple, notre Voltstack 5K à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir pour faire une activité pour le client là, quelconque. Puis sinon, nos génératrices de secours aussi là, à batterie pour les résidentiels, ça, c'est sûr que c'est installé à l'intérieur, là, à côté du panneau électrique, dans le sous-sol. C'est totalement sécuritaire. Un élément, puis je me permets de t'en parler, Tristan, parce que souvent, on entend des histoires d'horreur avec des batteries cheap faites en Chine, puis des bidouilleurs de coin de rue qui patentent des affaires. Votre stock, là, c'est du stock qui est homologué, qui passe tous les tests, toutes les inspections, là, c'est sécuritaire, c'est pas... Oui, c'est ça exactement. Donc, nos batteries, c'est des batteries certifiées CSA. Donc c'est la seule certification qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avoir des batteries sécuritaires, puis ils ont la certification. Sinon, après ça, il faut faire attention lors du branchement. Là, par exemple, chez quelqu'un, il faut que ce soit un électricien certifié qui puisse le faire pour pouvoir être sûr que ce soit fait dans les normes, puis que ce soit sécuritaire. Bien entendu. Mais ça reste que ça rouvre, moi je trouve que ça rouvre tout un pan d'utilisation d'énergie à quand même relativement haute puissance dans des contextes où avant, c'était un automatisme qu'on voyait ça comme étant des choses qui vont être alimentées par des génératrices au diesel. Moi, c'est une proposition, une suggestion que je vous fais. On a beaucoup d'auditeurs qui ont des préoccupations en lien avec je devrais dire la deuxième vie qu'on va donner aux millions de batteries de voitures électriques sur le marché. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui récupèrent ces batteries-là pour leur donner une deuxième vie dans plein de contextes de réutilisation semblables à ce que vous faites. Donc, est-ce que ça pourrait être envisageable dans un certain futur de développer un produit ou d'adapter l'un de vos produits sur lequel on pourrait récupérer mettons, une voiture électrique qui est accidentée, que la voiture est perte totale, mais que les batteries sont encore bonnes, mais qu'on peut se réutiliser des batteries packs de véhicules électriques pour être capable d'alimenter vos systèmes? Oui, j'ai déjà vu ça. Il y a une entreprise qui fait ça au Québec. Je me rappelle plus du nom, on l'a vite comme ça, mais c'est ça, en fait, ils récupèrent les batteries des véhicules de Tesla et ces choses-là, puis ils peuvent mettre ça dans une remorque, puis selon vos besoins, on peut mettre 1, 2, 3, 4 batteries Tesla à l'intérieur de cette remorque-là. J'imagine que c'est très bon, j'ai pas testé le produit, mais ça peut être une très bonne alternative là, à la récupération des batteries. Oui, tout à fait. Écoute, je suis sûr qu'on a vraiment titillé plusieurs des gens qui nous écoutent, que ce soit pour louer de vos équipements pour des événements ou des besoins ponctuels, ou encore peut-être faire installer un système de génératrice avec batterie à la maison pour les pannes. Là, avec les pannes qu'il y a eu dernièrement, en tout cas dans les dernières années, là, il y a une petite augmentation des pannes, puis les gens sont un peu plus sensibilisés, je pense, à l'importance, dans certains cas, de se trouver des solutions d'alimentation d'appoint. On fait quoi pour vous rejoindre si on veut un numéro de téléphone, un site web? Quelle est la meilleure façon? Oui, donc on a notre site web qui est eco-location.ca. Sinon, on a notre courriel info@eco-location.ca. Et sinon, sur mon cellulaire, le numéro de l'entreprise, c'est le 438-501-2639. Tristan Goyette, président de Écolocation, merci beaucoup pour ta présentation que tu nous as fait aujourd'hui. Puis on va mettre dans les commentaires du podcast aussi les références que tu viens de donner. Donc le site web, là, les gens pourront cliquer puis accéder directement à votre site web. Merci beaucoup pour ta présence à Silence on roule. Merci à toi. Passe une belle journée.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Vox Pop. 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 La question que nous avons posée cette semaine aux visiteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal, quelle est l'autonomie idéale selon vous pour une voiture électrique? Est-ce que c'est 200, 300, 500, 1000 km? On voulait vous entendre, alors voici ce que vous aviez à dire là-dessus. En été, environ 440. L'hiver, ça pourrait baisser à 270. Ah, moi, je cherche quelque chose qui est à peu près à 500 km. Au moins 500 km. 400 km. Au Québec, 350. Moi, je dirais près de 500. Selon tes besoins. Bien, c'est sûr, idéalement, ce serait 1000 km, là. Mais si on est réaliste, là, c'est à peu près 500, là, entre 400 et 500. Là. Autour de 400. 550 km. Un peu en haut de 500. Moi, en haut de 450, j'aurais dit. Je dirais autour du 500 km/h pour la plupart des gens, mais il y en a qui ont besoin de moins que ça, mais on veut toujours en avoir plus. Mais 500, c'est un chiffre qui ferait plaisir à beaucoup d'après de gens. moi, à beaucoup de gens. 600 km. Puis si le véhicule qui vous tente a 495 ou 520 km, est-ce que vous changez d'idée ou vous allez accepter d'en avoir? Non, je vais l'accepter quand même. Mais à 600, ça serait l'idéal. Ouais. Ça prend quoi? Vous dites, je la prends celle-là ou je la prends pas? Il n'a pas En bas assez. de 400, je regarde pas. Donc 400 et plus? Minimum. OK. 800. 800? Oui. Puis si la voiture que vous regardez a 522, vous ne l'achetez pas ou vous l'achetez, mais ça vous fatigue un peu? Ça me fatigue. OK. 1000. 1000? En bas de Je le sais que j'ai pas ça en ce moment. Non, vous n'aurez pas ça. Je le sais. Mais idéalement, là, ben, mettons, là, dans ce qui est disponible aujourd'hui, je te dirais autour de 500. 500. Fait que si toutes les autos avaient 500 km, Moi, la oui. moyenne des gens serait intéressante. Pour moi, c'est en haut de 420, 450 idéalement et plus. Entre 400 et 500 km. Je vous dirais 400 km. Selon moi, 600 km. 600? Oui. Bah, 5 à 600 km. Ouais, entre 400 et 500 km d'autonomie, c'est bon. C'est bon. En autonomie, au moins, tu peux te déplacer où ce que tu veux. Puis, ça être toujours obligé d'être arrêté parce que selon la distance que tu fais. Là. Pour moi, tant que tu peux faire Montréal-Québec, une shot, c'est bon. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Avec grande joie, nous retrouvons notre collègue et ami Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Salut camarade, comment ça va? Ça va très bien, d'autant plus que, écoute, je te vois dans un tout nouveau décor, c'est de toute beauté, wow! J'ai la fierté du nouveau père, en fait. Alors ceux qui ne feront qu'écouter ce podcast et ne voient pas la vidéo, peuvent pas voir ce que je suis en train de te montrer, mais c'est mon nouveau studio de podcast à moi. Il est d'une beauté absolument fracassante. En fait, c'est là où je travaille, hein, dans la société de production dont je suis le patron. On a des studios de télévision, on a des choses, etc. Mais il y avait cette salle de réunion
compagnon qui, depuis le début, depuis 3 ans que je suis là, me susurrait à l'oreille, me disait « J'ai envie d'être un studio de podcast ». Et donc, en fait, moi, j'ai aucune responsabilité, si tu veux. Moi, je n'ai fait que ce qu'il fallait pour lui permettre d'accomplir son destin. Ça veut dire quand même que ça a coûté un peu, mais le résultat est vraiment, je dois le dire, presque au-delà de mes espérances. C'est très, très beau. C'est de toute beauté. C'est superbe, je le dis pour nos auditeurs. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas venir à Paris me visiter. Je n'avais déjà aucune excuse pour ne pas aller te visiter. Maintenant, j'en ai encore moins que moi. Ah bah là tu seras évidemment le bienvenu pour Silence on roule. Il suffira de mettre ton logo dans les écrans qu'il y a partout dans le studio. Ce sera d'une rare élégance. Et ce sera avec grand plaisir, mon cher Cédric. Écoute, tu as déjà fait un petit survol d'éléments d'actualité fort intéressant pour nous. Puis j'aimerais que tu me parles en tout premier lieu de la très grande fidélité des conducteurs de 2 marques. Une qu'on connaît bien ici, Tesla, une qu'on connaît un peu moins bien en Amérique, Dacia. Parle-nous donc de ça. Alors, c'est évidemment très surprenant parce que ces 2 marques qui sont, j'ai envie de dire, à l'opposé du spectre. Évidemment, je ne vais pas te raconter ce qu'est Tesla. En fait, c'est une étude d'un institut qui s'appelle 3A qui révèle que 88% des clients de Tesla en France rachèteraient un véhicule de la marque s'ils devaient changer de voiture aujourd'hui. Ok, très bien. Ça reflète à peu près, moi, ce que j'en connais de manière empirique. C'est-à-dire que c'est vrai que les possesseurs de voitures électriques en général et de Tesla en particulier sont vraiment, dans l'ensemble, satisfaits de leur voiture. Mais ce qui est intéressant, c'est que la marque qui sort numéro 2, juste derrière Tesla, c'est donc Dacia. Alors Dacia, pour ceux qui connaissent pas, et c'est vrai que c'est pas un truc qui a beaucoup traversé l'Atlantique, Dacia, c'est la marque d'entrée de gamme du groupe Renault, avec des voitures qui, à l'origine en tout cas, étaient beaucoup produites en Roumanie. C'est pas une étude qui est circonscrite aux véhicules électriques. Il se trouve que Dacia a fait des véhicules à essence, diesel, ils en ont fait plein, mais ils font aussi des électriques. Ils font une électrique en particulier que je t'invite à aller voir en ligne, qui s'appelle la Dacia Spring, et qui est une espèce de tout petit, j'ose pas dire un nord-américain micro SUV, mais c'est un peu ça. Une voiture assez haute sur pattes, mais pas très grande, qui est une petite électrique, qui a pas une très grande autonomie, mais qui est vraiment, vraiment pas chère, qui est... on la trouve, alors entre les primes et tout ça, c'est compliqué, mais voilà, c'est une voiture qui touche les 25 000 euros dans l'ensemble avant les primes gouvernementales. Donc c'est intéressant parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que juste derrière Tesla, on pourrait trouver toutes sortes de gens, on pourrait trouver des Allemandes, on pourrait trouver des Renault, des Peugeot, des Citroën chez nous. Et alors il y a plusieurs hypothèses. Je pense qu'il y en a une qui pour moi tient la route, c'est que dans le cas de Tesla, comme dans le cas de Dacia, voilà 2 marques qui font ce qui est marqué sur la boîte. Tu vois ce que je veux dire? T'achètes une Tesla, ça fait ce que t'attendais dans l'ensemble. T'achètes une Dacia, c'est pas la même voiture, mais tu peux pas être déçu à ce niveau de prix. C'est pas, là encore une fois, une opinion qui est exprimée uniquement par les possesseurs de Dacia électriques, parce qu'il y a plein de gens qui ont des Dacia à essence, etc., et qui sont contents. C'est les seuls qui faisaient des voitures quasiment sous la barre des 10 000 euros. Donc vraiment, c'est la vraie vraie voiture du peuple, chez nous. Et avec en plus des modèles très très variés. Il y a des longs station wagon, il y a des longs breaks, il y a des petits SUV à essence. Enfin bon, il n'y a pas de micro citadine. Ça, c'est pas trop leur truc. Leur truc, c'est vraiment plutôt la voiture familiale d'entrée de gamme. Mais voilà, alors après, quand on descend un peu dans le classement, c'est quand même beaucoup moins flatteur pour nombre de marques qu'on connaît très bien ici. La moyenne, et c'est assez frappant, la moyenne c'est 57%. C'est-à-dire qu'en moyenne, un possesseur de voiture vous dira à 57% qu'il rachèterait la même marque. Ce qui est quand même pas énorme. Quand on descend dans les classements, on s'aperçoit que BMW, par exemple, a une plutôt mauvaise marque. Est-ce que j'avais le chiffre exact? 32,5%. Il n'y a qu'un possesseur sur 3 qui rachèterait la même marque. Oh. Ça pique. Ouais. Ça pique. Surtout dans une marque qui a quand même une réputation de qualité, tu vois, Deutsche Qualität, quoi. Et alors que Audi, qui est une marque très comparable, eux sont à 60%. Donc il y a dû y avoir un problème plus spécifique chez BMW. Le pire du bas du classement, c'est une marque de BMW, c'est Mini, qui est à 18,5%. Ouch. Alors,
Bon, peut-être que c'est parce que Mini ne fait presque qu'un modèle et demi, hein, donc il n'y a pas une gamme dans laquelle tu peux te dire ma prochaine voiture, s'il faut qu'elle soit plus grande, plus comme ça. Bah, peut-être que là, c'est l'absence de choix qui signe ce mauvais chiffre, mais quand même, voilà, c'est intéressant de voir la différence. Et encore une fois, voir Tesla et Dacia mis dans la même phrase, c'est quelque chose auquel on n'est pas très habitué ici. Oui, les contrastes, parfois, ça fait des choses magnifiques. Écoute, dans un autre ordre d'idée, c'est également un sujet qui nous concerne ici en Amérique parce qu'on a régulièrement ce genre de réflexion qui est presque de mettre en opposition la voiture tout électrique en comparaison avec l'hybride rechargeable. Bon, certains voient un avenir prometteur ou en tout cas une transition très longue par l'hybride rechargeable. D'autres disent non, il faut passer rapidement au tout électrique et se débarrasser des hybrides rechargeables. Mais voilà qu'une étude vient nous démontrer que l'hybride rechargeable n'a pas que des qualités, n'est-ce pas? Alors, on le savait un peu, pour être honnête. C'est pas une surprise complète, mais on avait cette quand même vague impression que l'hybride rechargeable est un véhicule qui est sur le papier, j'ai envie de dire, voilà, qui a des vertus, parce que c'est censé réduire ta consommation de carburant, mais qu'en est-il vraiment à l'usage? Mais à l'usage, le vrai usage, pas celui du test WLTP, enfin, tu vois, pas le truc qu'on t'affiche sur la fiche technique. Eh ben, nos amis de la Commission européenne ont fait le job. Ils ont rassemblé des données sur des milliers de véhicules, mais des données des vraies données d'usage réel dans le monde réel. Pas juste dans un usage idéal où tu recharges ton hybride rechargeable tous les soirs. Et ben là, c'est terrible. C'est-à-dire que, en gros, l'empreinte environnementale de ces hybrides rechargeables est plus de 3, parfois plus de 4 fois celle qui est affichée sur la fiche technique. Enfin, cette espèce d'empreinte idéale qui en fait n'existe pas dans le monde réel. C'est lié à quoi? C'est pas lié à des qualités ou à des défauts intrinsèques des voitures, c'est lié à la façon dont elles sont utilisées. C'est-à-dire que énormément de ces voitures font partie des flottes d'entreprises ou d'administrations, des flottes automobiles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu évidemment des encouragements à les acheter, des encouragements fiscaux, parafiscaux, des primes, que sais-je encore, des déductions de TVA chez nous. Et pendant un temps, même si ces primes-là sont quand même assez largement effondrées, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tout à coup, tu as une flotte de, je dis une bêtise, 60 véhicules, mais que tu as 2 bornes pour les recharger, ou que tu n'as pas de bornes pour les recharger, les gens vont pas changer d'habitude, ils vont continuer juste à aller faire le plein, et puis ils n'utiliseront jamais la capacité électrique de la voiture, et tout à coup, tu te retrouves avec un véhicule, j'ai envie de dire qu'il y a un peu le pire des deux mondes. C'est-à-dire que tu as un véhicule qui est lourd, il y a les 2 motorisations, tu as une batterie, tu as tout ça, mais tu n'as même pas la puissance ou parfois même la sophistication de certaines voitures thermiques ou qui auraient eu plus de place pour s'exprimer en termes de technologie. Du coup, c'est terrible. Enfin, c'est intéressant parce qu'en plus, ils l'ont comparé à la différence d'émissions entre des pures voitures à essence, c'est-à-dire entre la fiche technique et ce qui se passe réellement. Et là, la différence, elle est de rien. Sur les diesels, c'est 1,06% de gap, alors que sur des électriques à essence, il y a 238% d'écart, et des électriques au diesel, il y a 312% d'écart. C'est terrifiant. C'est terrifiant, et surtout, ça va être terrifiant pour les constructeurs, parce qu'évidemment, eux qui vantaient les qualités de ces hybrides rechargeables, un peu comme comme quelque chose qui te mettrait sur les rails de l'électrification pour plus tard, tu vois. Bah oui, là le problème c'est que c'est intenable pour eux. C'est pas forcément entièrement de leur faute, mais je pense qu'il y avait un bon degré d'aveuglement délibéré, genre écoutez, moi je vous le vends, après vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Un peu comme quand tu vends une arme automatique, c'est pour aller chasser le sanglier, ouais, très bien, bon. Et là ils vont plus pouvoir se cacher les yeux en disant quoi? Non, c'est comme ça qu'on utilise nos voitures. Non, là, je pense que ça va pas durer. Alors, ça durera pas aussi parce que les bénéfices de l'électrification font que une fois que les gens ont goûté à ça et se sont dit ouais, c'est vrai qu'en chargeant, je fais les 50, 60, 70 km qu'il me faut chaque jour, pourquoi pas passer à la suite? Voilà, même si moi je comprends, hein, il y a plein de gens pour qui l'hybride rechargeable est un truc très rassurant parce que ça assure le quotidien électrique et ça assure les voyages sans souci d'autonomie, mais ça c'est à condition de l'utiliser comme c'est marqué dans la doc. Oui, on vit exactement le même problème ici. Cédric, je te rassure, où il y a quelques années, une étude avait démontré que
malgré une obligation gouvernementale pour les flottes des différents ministères au Québec de s'électrifier, bien évidemment, les véhicules ont été acquis pour la plupart des hybrides rechargeables. Et on a pu démontrer que plus d'1 an après la question des véhicules, la plupart des sites n'avaient aucune borne de recharge installée, que les véhicules n'avaient jamais été rechargés. Ce qui fait qu'au final, ça donne une belle image. On a des véhicules hybrides rechargeables, mais si on les fait rouler à l'essence uniquement, on passe un peu à côté de l'objectif, n'est-ce pas? Ben voilà, la déception est totale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En terminant, Cédric, il semblerait que les ports européens deviennent des grands stationnements pour des véhicules chinois. C'est ce que j'ai bien compris? Oui, absolument. C'est une drôle d'affaire qui a été dénichée par quelques journalistes. Il faut savoir que l'essentiel des véhicules chinois qui arrivent en Europe arrivent par le nord de l'Europe. Ils arrivent par des grands ports en Belgique et aux Pays-Bas, à Zeebrugge et ailleurs. C'est là que Tesla livre toutes ces importations, entre autres. Mais c'est pas les seuls maintenant. Maintenant, on a BYD, on a tout ça. Et en fait, en regardant, il y a des gens qui se sont aperçus qu'il y avait des milliers de voitures bâchées qui étaient sur les parkings et qui avaient l'air d'y passer quand même beaucoup de temps. C'était pas juste le temps d'attendre le camion. Et donc il y a eu plusieurs enquêtes qui expliquent que il y a un vrai il y a un vrai bouchon un vrai bouchon d'étranglement à la fois accidentel et délibéré de la part de ces constructeurs chinois qui ont jusqu'au port d'embarquement, j'ai envie de dire en Chine, une logistique réglée, mais alors comme du papier à musique. Et puis alors une fois que ça arrive en Europe, ils s'aperçoivent que il y a un peu une pénurie de camions pour aller livrer ces voitures jusqu'aux concessionnaires. Parce que beaucoup ont trusté les camions existants, d'ailleurs Tesla en tête apparemment. Et puis surtout, ils se sont aperçus que finalement, stocker des voitures dans un port, c'est encore l'endroit le moins cher. Parce que ça permet de pas les garder en Chine. J'imagine qu'il y a aussi un aspect comptable et économique à dire, ah non, pour nous, c'est livré, donc c'est une voiture qui est presque comme vendue. Et c'est beaucoup moins cher que de les stocker dans les concessions au plus près du client, parce que ça permet aussi d'être réactif. Là, on parle de constructeurs qui sont en train, j'ai envie de dire, presque de démarrer leur réseau commercial. Moi, je suis allé il y a pas longtemps visiter une concession BYD dans l'ouest de la France, à Rennes, en Bretagne. Il se trouve que c'est à côté, juste devant, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, ils sont juste devant un superchargeur Tesla. Et pour une fois que j'étais et que c'était pas un dimanche, je suis allé voir et c'est impressionnant. C'est-à-dire que on va se parler de BYD, mais quand le concessionnaire vous dit bah oui, pour l'instant il y a 23 concessions en France, dans 6 mois il y en aura 80 et encore tout cela n'est qu'un début. Donc ça veut dire que en termes de logistique, ces voitures elles arrivent en Europe sans savoir exactement où elles vont être vendues. En fait, c'est du préacheminement, elles sont livrées avant que les concessions soient elles-mêmes installées. Donc c'est ça. C'est-à-dire les peintures sont pas faites dans les concessions, mais les voitures sont déjà à Zeebrugge, mais ça donne quand même un aspect de j'ai pas envie de dire de cimetière automobile comme je le lisais dans l'article de mes confrères de Numérama, mais oui, c'est un côté un peu décevant, surtout que ça arrivait au moment où on disait regardez, l'électrique c'est fini, personne n'en achète, d'ailleurs regardez ces voitures qui sont en train de moisir sur les ports de l'Europe du Nord. Non, la vérité vraie est à la fois plus simple et plus compliquée que ça, mais voilà, il y a un vrai goulet d'étranglement, ce qui veut dire que si vous commandez en ce moment une voiture chinoise, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà en Europe. Mais encore faut-il qu'on trouve le moyen de l'acheminer jusqu'à vous. Cédric, je te remercie beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur les véhicules électriques, en plus d'écouter Silence on roule, évidemment, on peut s'abonner à l'excellent podcast de Cédric qui s'appelle Les doigts dans la prise, donc dans tous vos bons outils de recherche de podcast. Évidemment, vous allez trouver ça. Et qui sait, vous allez peut-être voir le magnifique studio de Cédric si vous regardez sous une forme vidéo quelconque des productions faites par Cédric. Sur mon YouTube, maintenant, on met les épisodes en vidéo parce qu'évidemment, qui peut le plus peut le moins, donc vous verrez le magnifique studio qui, encore une fois, mon cher Martin, t'es ouvert pour la prochaine fois où toi, tu traverseras l'Atlantique. Bon, alors je dois te laisser. Je vais aller faire mes valises et on s'en reparle bientôt. Salut Martin. Merci Cédric, au revoir. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense à l'électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique.
On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fiz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fiz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fiz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Seulement 2 événements. Les activités vont faire un petit peu relâche pendant l'été. Donc, premièrement, le grand défilé écologique de la Fête nationale à Gatineau. C'est évidemment le 24 juin de 11h30 à 14h. C'est aux Galeries Elmer à Gatineau. Ne manquez pas ça. Et finalement, l'AVEC se recharge au Mont-Tremblant. C'est le 13 juillet de 10h à 16h à l'hôtel de ville au 1145 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Bon été à tous. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, François Larouche, Claude Gauthier et Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro-Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fiz électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, ainsi que Roulon électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.